La métaphysique étant la science des causes, on s'aperçoit que la première chose qui apparaît, c'est l'esprit et non pas l'énergie. Moi, quand j'ai fait ce travail, qui m'a permis donc d'expliquer l'esprit et l'énergie à partir du néant, en 1985, c'est en cherchant l'origine de l'énergie. Ce n'est pas en cherchant l'origine de l'esprit. Mais ce qui est apparu comme évident, très rapidement, enfin, il a quand même fallu 12 ou 15 ans de méditation pour ça, c'est que la première chose qui apparaît dans l'instant présent, c'est l'esprit, et que l'énergie n'en est qu'une forme vue de l'extérieur. L'énergie, c'est l'esprit vu de l'extérieur, tout simplement. Les grandes avancées de la science physique, évidemment, ont toujours dépendu de grandes visions intuitives, de grandes visions mystiques. Les plus grands, de temps en temps, il y a des grands physiciens, des grands chercheurs qui découvrent des grandes choses et qui font une avancée phénoménale dans le domaine de la science. Et entre deux découvertes de cet ordre-là, qui sont des grandes visions mystiques, eh bien, le mental prend le relais, et puis bon, la physique au quotidien fait son travail de mathématiques ou tout ce que vous voulez, de théorie, de technologie, etc. Mais il n'y a pas d'avancée. Pour qu'il y ait une nouvelle avancée, il faut un nouveau visionnaire, un nouveau grand homme qui, lui, a une intuition profonde. Tous les grands visionnaires de la science, qui ont fait avancer la science, que ce soit Newton, qui était un grand mystique, que ce soit Einstein, que ce soit Kepler, que ce soit d'autres, les modernes comme David Bohm, ou des gens comme ça, ces gens-là étaient des grands intuitifs. Et très souvent, c'est le matin en se réveillant, etc., qu'ils ont des visions, comme les artistes, quoi, c'est la même chose. Et ça n'a rien à voir avec l'épistémologie de la science en réalité, l'épistémologie de la physique. Après, la physique va prendre le relais pour mettre ça en application, pour formaliser tout ça. Mais formaliser ne fait pas avancer la connaissance. Il avait compris, bien sûr, que le magnétisme était la base de l'énergie, était la base du fonctionnement de l'univers dans tous ses aspects. Il n'y a qu'une seule force, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut expliquer tous les phénomènes physiques avec une seule force, et non pas avec 3, 4, 5 forces, comme on le fait aujourd'hui en physique, avec la force, la gravitation, qui n'est qu'attractive, l'électromagnétisme, qui lui est attractif et répulsif, donc on ne peut pas concilier les deux, la force forte qui permet la cohésion des particules au sein d'un atome, alors que c'est des particules de même charge qui devraient se repousser, donc pour ne pas se repousser, il faut inventer une force, une colle qui les maintient. Bon, ce sont des hypothèses, ce ne sont pas des réalités. Et puis la force faible, et ainsi de suite. Qui fait qu'on ne peut pas comprendre l'univers. Tant qu'on a besoin de plusieurs forces pour expliquer l'univers, on ne peut pas l'expliquer. L'univers, c'est un seul principe, une seule loi, et si on n'en a qu'une, on peut savoir comment elle est issue du néant. Mais si on en a plusieurs, on ne va jamais savoir par laquelle il faut commencer. Est-ce qu'il faut commencer par expliquer la force forte? Est-ce qu'il faut expliquer d'abord la gravitation? Est-ce qu'il faut... des théories différentes prouvent l'invalidité de ces théories. Il ne peut y avoir qu'une seule théorie pour expliquer tous les phénomènes au niveau physique, et pas seulement au niveau physique. Au bout d'un moment, on s'aperçoit que tout cela montre de toute évidence que tout est spirituel. On ne peut pas lancer une bille autour d'une autre bille et lui donner un équilibre entre une force qui va dans un sens et une attraction, c'est totalement impossible. Personne n'a jamais réussi à le faire d'une façon expérimentale. On ne voit pas pourquoi ce serait comme ça partout dans l'univers d'une façon hasardeuse. Ça n'a pas de sens. Et puis surtout, c'est cette évolution petit à petit des systèmes atomiques et planétaires qui aurait petit à petit donné lieu à l'existence de l'être humain, par exemple, et de la conscience. Et donc ça voudrait dire que la conscience est le résultat de l'évolution. Alors qu'en physique quantique, on s'aperçoit du contraire, ce qui est vrai, c'est que c'est l'acte d'observation qui donne sa réalité à la particule. Et l'acte d'observation, c'est tout simplement la conscience qui ne veut pas dire son nom. Et donc la conscience est première, et c'est véritable, c'est véridique que la conscience est première. Et donc ça, c'est les contradictions inextricables entre les différentes théories. Mais ça, ce sera toujours comme ça. Tant qu'on aura une théorie pour la lumière, une théorie pour le temps, une théorie pour l'esprit, une théorie pour la matière, une théorie pour l'atome, une théorie pour les planètes et les étoiles, on n'en sortira pas. Vous ne pouvez pas véritablement défendre des idées qui sortent du cadre habituel qui est enseigné. Et vous n'avez pas accès aux publications, vous n'avez pas accès à tout cela. Même si ce sont des théories extrêmement valables. On n'est pas les seuls, il y a plein de gens qui ont subi ce genre de choses. Quelques personnes ont bien voulu s'y intéresser. Et ils ont dit, évidemment, vous avez raison, on ne peut rien pour vous.
on ne peut rien pour vous parce qu'on ne peut pas publier des choses aussi contradictoires avec les principes qui sont enseignés. Et puis quelqu'un qui défendrait cette cause cesserait instantanément d'être nobélisable. Or pour tout le monde, pour tous les grands physiciens, la course au Nobel c'est vraiment l'essentiel de leur préoccupation. Donc non, il n'y a pas de dialogue, il n'y a jamais véritablement de dialogue possible entre la métaphysique et la physique. Il y en aura peut-être un jour, on espère qu'il y en aura. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens dans le domaine de la physique qui sont des gens extrêmement honnêtes et qui sont extrêmement consciencieux et qui ont vraiment envie de comprendre. Des gens qui savent bien que la physique n'est pas l'outil adapté pour comprendre l'univers, qui savent bien qu'on ne peut pas comprendre l'esprit en étudiant la matière, ça n'a pas de sens. Par contre, on peut comprendre la matière en étudiant l'esprit, ça c'est clair. C'est ce qu'on fait, sans aucun problème. Dans une galaxie, des milliards d'étoiles, toutes les étoiles sont le moteur de la galaxie. Chacune apporte son énergie. Pas l'une après l'autre, toutes simultanément l'une avec les autres. C'est absolument fantastique. Elle fonctionne, c'est merveilleux, c'est un mouvement perpétuel. Mais seulement la science n'y croit pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas découvert le système. Et en 1973, j'ai étudié ça de près, je me suis dit c'est tout à fait génial, c'est extraordinaire. Avec une seule force, avec une seule énergie, on arrive à expliquer tous les phénomènes physiques. Du ciel à l'atome. En passant par toute notre vie quotidienne, les fluides, la chaleur, l'électricité, tout ça. Et avec une seule théorie, pas avec une théorie par phénomène, mais avec un principe par phénomène. Et cette théorie expliquait tout à partir de la seule énergie magnétique, c'est-à-dire l'opposition de deux principes, l'attraction et la répulsion, dont la somme est égale à zéro. Et ça, on était d'accord là-dessus avec lui, il disait, oui, effectivement, la somme, il n'y a pas de substance matérielle à ces forces. Ce ne sont pas des forces matérielles, c'est l'opposition de deux principes purement abstraits, dont le résultat est purement concret, mais ce sont à la base une opposition de principes. Et donc, si on fait la somme de ces deux principes qui sont absolument le contraire l'un de l'autre, mais qui sont absolument inséparables, mais qui sont absolument distincts l'un de l'autre, comme le yin et le yang, hein, c'est un peu de ce genre-là, mais on ne connaissait pas ça à l'époque, eh bien, ça veut dire que la somme est égale à zéro. Alors je me suis dit, bon, si la somme est égale à zéro, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir l'expliquer à partir du néant. Il y a une raison pour laquelle le néant est une dualité, tout simplement. Il y a une dualité dans le néant qui fait que nous sommes là, et que c'est l'univers et l'être à la place du néant. Parce que ce qui irait de soi, ce qui serait logique, c'est le néant. Il n'y aurait pas de question. On ne se poserait aucune question s'il n'y avait rien. On ne serait pas là pour se les poser de toute façon. Donc ça va de soi le néant. Par contre, l'être, ça ne va pas de soi. L'être, on cherche tous à l'expliquer. L'univers, on cherche tous à l'expliquer. Et donc, voilà. Cette théorie donc fondée sur la dégravittation et sur le magnétisme m'a permis de savoir où il fallait chercher et comment il fallait chercher pour résoudre ce problème éternel de l'être humain. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi il y a l'être? Pourquoi il y a l'univers? Pourquoi il y a quelque chose à la place de rien? Comment faire pour étudier le néant quand on est la conscience? Et je ne vous donne pas les détails, ils sont expliqués à droite et à gauche. Mais un jour, donc en mai 85 aussi, donc 30 ans exactement après mon père, je me suis dit, ça y est, c'est ça la dualité en question. Ces deux principes sont absolument nécessaires pour que le néant soit, mais ils sont absolument incompatibles. Et donc le néant est impossible. Et parce que le néant est impossible, nous sommes là. Parce que le néant n'est qu'une nécessité et non pas une réalité. Et c'est très important parce qu'une fois qu'on a compris la nécessité, on a compris l'énergie. L'énergie vient d'une cause, et cette cause est toujours un but, c'est une nécessité. Toute cause est un but, ça c'est fondamental, et ce n'est pas une hypothèse, c'est quelque chose aussi qui se démontre. Et c'est en général pas ce qu'on croit, surtout pas en physique, on croit que les causes sont passées, et que c'est le passé qui engendre les choses, pas du tout. C'est le but qui engendre l'énergie des choses. Le cause est toujours un but, il est toujours futur, et en l'occurrence c'est la nécessité du néant. Et pour aller plus profondément, la nécessité de l'infinité du néant, qui est la nécessité de base et qui est l'impossibilité de base. Et bien cette nécessité de l'infini fait que nous sommes une évolution permanente, continue, éternelle, vers un infini qui n'est jamais réalisé. On ne peut pas réunifier toutes ces religions, réunifier toutes ces sciences, réunifier toutes ces philosophies, tant qu'on n'a pas la clé
la clé qui est l'origine de la conscience. Pourquoi il y a la conscience dans l'instant présent, qui est une dualité, puisque j'ai conscience d'un univers, et que je considère qu'il y a moi et l'univers, donc c'est une dualité. Et donc ça, c'est la clé essentielle, et cette clé n'était possible qu'une fois comprise la dégravitation, qui, dans le magnétisme, est vraiment le point essentiel pour comprendre que tous les phénomènes physiques découlent directement de l'énergie magnétique. Hélas, notre civilisation n'est pas régie par la connaissance de l'unité entre tous les règnes et les animaux, etc. Loin de là, ni même entre les hommes. Et c'est bien normal, à partir du moment où on fonde une société sur l'analyse, sur l'observation, etc., on ne peut pas aboutir à autre chose qu'à une société matérialiste. Et pour cela, nous ne pourrons changer de civilisation que si nous changeons de science. Il n'y a pas de nouvelle civilisation sans nouvelle science. Merci. Les physiciens, tous les jours, ils découvrent un peu plus l'importance du magnétisme dans l'univers en observant le comportement des planètes, des étoiles, etc. Et donc, comprendre pourquoi il y a de l'énergie, pourquoi il y a cette énergie dualiste, ça suppose évidemment qu'on parte de rien. Parce que si on part de quelque chose, on n'expliquera rien du tout. Ça, c'est l'attitude métaphysique. Ce n'est pas l'attitude de la physique. Une grande différence entre la physique et la métaphysique, c'est tout à fait complémentaire. La physique s'intéresse aux effets, observe les choses, mesure les choses, essaye de reproduire des phénomènes. Et la métaphysique s'occupe des causes, pas des effets. C'est ce que les physiciens quantiques appellent l'acte d'observation. Il faut un acte d'observation pour qu'une particule ait une réalité. Donc il faut un acte d'observation pour que tout l'univers ait une réalité, puisque tout l'univers est censé être constitué de particules aussi. Donc c'est une autre épistémologie qui consiste à ne pas faire d'hypothèse, à ne pas faire l'hypothèse que cela existe, mais à s'en tenir au certain, à l'immédiat. L'immédiat étant, je perçois un univers. Il y a une perception d'univers. Je suis une perception d'univers. Je suis la sensation d'avoir un corps. Je suis la sensation d'une relation avec un monde qui me paraît extérieur. Ça, c'est une certitude. Tout le monde a cette sensation, l'être est cette sensation. Mais après, aller faire l'hypothèse qu'en plus de cette sensation, il existerait un univers effectif dont j'aurais conscience, ça c'est une hypothèse invérifiable, inutile et néfaste. Elle est invérifiable parce qu'évidemment, tout ce que je vérifierais dans l'observation de la matière ou d'autres choses, de l'univers, des planètes, etc., sera toujours un acte de conscience, un acte d'observation, et donc je n'aurai jamais la certitude de l'existence de ces choses indépendamment de ma conscience. Donc je ne dois pas avoir cette attitude si je veux être véritablement rationnel. Elle est inutile, puisque précisément, à partir du moment où j'étudie les choses en introduisant l'hypothèse que ces choses existent, je me coupe de la possibilité de les comprendre, évidemment, puisque j'introduis une hypothèse invérifiable. Voilà. Et elle est néfaste parce que cette hypothèse elle-même empêche d'avoir l'attitude épistémologique qui permettrait de comprendre les choses. Et en ne faisant pas d'hypothèse, on peut expliquer l'énergie magnétique. On peut expliquer la dualité du néant. Et si on explique cette dualité, alors tous les autres phénomènes physiques et psychologiques et autres suivent, y compris évidemment tout ce qu'on peut se dire sur la réincarnation, la vie après la mort et toutes ces choses-là. Mais tant qu'on n'a pas fait une démarche comme ça sur le certain, bah, on reste dans l'hypothétique, et si on reste dans l'hypothétique, on restera dans l'hypothétique jusqu'au bout, et à la dernière fois, quand on dira « ça y est, j'ai compris », on dira « non, j'ai pas compris en fait »,
puisque cela repose sur un postulat de départ qui, lui, n'est pas certain. La communauté scientifique elle-même reconnaît que la physique n'est pas la science du pourquoi. La physique est la science du comment. Elle observe, elle décrit. Mais le pourquoi, alors ça, on n'aborde pas. On l'aborde, on ne peut pas empêcher un physicien, tous les physiciens ont leur questionnement comme n'importe quel être humain, sur qu'est-ce que je fais là, pourquoi il y a l'univers, pourquoi il y a la matière, etc. Tous ces pourquoi-là, il se les pose. Mais il n'a pas les outils pour y répondre. Il a des outils, par contre, pour avoir un pouvoir sur son environnement, sur la matière, etc. Donc ce sont deux choses complètement complémentaires. Et le souci aujourd'hui, c'est que la physique est arrivée à de tels résultats extraordinaires qu'on attend d'elle qu'elle ait une réponse pour le pourquoi, ce qui n'est pas son travail. On attend d'elle qu'elle ait une réponse sur l'univers lui-même, alors que l'univers n'est pas un objet physique. L'univers n'est pas un objet physique. Lorsque je fais de la physique, je vais avoir un objet entre les mains, je l'emprunte, j'ai un objet, il est extérieur au physicien lui-même, il est extérieur à l'observateur, à l'analyste. Je prends un autre objet, je peux les comparer, je peux les mesurer, je peux faire des choses. Ce sont des objets physiques. Mais l'univers n'est pas un objet physique. L'univers, je ne peux pas le cerner, je ne peux pas le mesurer, je ne peux pas le définir, et ensuite le comparer à un autre univers en faisant des expériences sur un univers pour voir si elles se reproduisent sur l'autre univers pour pouvoir en tirer des conclusions. C'est donc pas du tout la même épistémologie. Et c'est la même chose pour l'esprit. On dit aujourd'hui qu'il y a une science de l'esprit, une science de la conscience qui est en train d'être, etc. Je ne suis pas du tout certain qu'il y ait une science de la conscience qui est en train de venir. Il y a une science de l'analyse, des neurones, de tout un tas de choses, de phénomènes, etc. Mais de la conscience elle-même, comment ? Puisque cette épistémologie consiste à observer les choses, et personne n'a jamais observé la conscience. Personne n'a jamais observé soi en tant qu'être. C'est l'observateur lui-même, c'est l'acte d'observation lui-même. Et donc il est important aujourd'hui qu'on remette les choses à leur place et qu'on reconnaisse que la physique a un domaine, elle est très précieuse dans un certain domaine, le domaine du comment, le domaine de l'observation, le domaine du pouvoir technologique sur les choses, très bien. Mais par ailleurs, sur l'univers lui-même dans son ensemble, ou sur l'esprit, ce n'est pas son affaire. Donc, évidemment, la métaphysique n'a aucun droit de citer aujourd'hui. Et donc le public ignore cela, et il y a beaucoup d'idées, de vagues idées, de préjugés sur les métaphysiques qui ont toujours... il y a toujours eu des métaphysiques à droite à gauche, partout, et des démarches très judicieuses. Vous avez entendu parler de Kant, vous avez entendu parler d'Aristote, de Platon, tout ça, ils font de la métaphysique, c'est clair. Mais aujourd'hui, on ne fait pas ça dans les universités quasiment. On n'apprend pas, on ne pose pas des questions fondamentales dans les universités. La métaphysique qu'on y apprend, c'est la morale, c'est le sens de la vie, le bonheur, des choses comme ça. On appelle ça des problèmes métaphysiques. Ce ne sont pas du tout des problèmes métaphysiques, ce sont des problèmes ontologiques. L'ontologie est une partie de la métaphysique qui découle de la métaphysique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris ce que c'est que l'être, on peut savoir comment il va se comporter. Et tant qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est que l'être, on peut faire toutes les hypothèses, avoir toutes les idées possibles, on ne sait pas comment se comporter. Le résultat de tout ça, il est très important parce que si aujourd'hui on est en train de détruire la planète, on fait des guerres, on fait des choses, on a un comportement les uns vis-à-vis des autres qui n'est pas clair, qui n'est pas net, qui n'est pas juste. Et ce comportement vient évidemment d'une méconnaissance métaphysique de l'être, de ce que c'est que soi, de ce que c'est que l'univers. Et tout le monde a envie de savoir ce que c'est que soi. C'est la première chose, c'est le propre de l'être humain. C'est une des caractéristiques de l'être humain, de vouloir se comprendre lui-même. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi il y a la conscience? Pourquoi il y a l'univers? Qu'est-ce que je fais là? Et pourquoi est-ce que tout change tout le temps? Et moi, je suis là, je reste? Est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que moi, je change tout le temps et que c'est l'univers qui reste? Est-ce que c'est l'univers qui existe? Est-ce que c'est moi qui existe? Est-ce que je suis une conséquence, une victime de l'univers? Ou est-ce qu'au contraire, c'est moi qui suis le créateur de l'univers? Ça, c'est des questions que tout le monde se pose, mais auxquelles il est très difficile de répondre. La plupart du temps, on se contente de réponses contradictoires et on accepte en même temps des réponses contradictoires. C'est-à-dire que dans les milieux spirituels, par exemple,
on est tout à fait d'accord avec l'idée qu'on est créateur de son univers. On dit oui, oui, moi je suis créateur dans mon univers, il n'y a pas de problème. Mais par ailleurs, on va croire à des formulations du réel ou du monde physique qui sont complètement contradictoires avec ça et qui sous-entendraient que c'est le contraire, que c'est l'univers qui nous crée. Vous connaissez la théorie du Big Bang, toutes ces choses-là. La théorie du Big Bang, elle laisse supposer que nous sommes le produit d'une évolution par rapport à un flash de quelque chose qui est mal défini, qui pourrait être un flash de conscience, mais qu'est-ce que ça veut dire un flash de conscience dans le néant? Jusqu'à présent, la plupart des physiciens qui défendent le Big Bang défendent quand même l'idée d'une explosion d'énergie ou de matière, ou quelque chose qui a une substance, en tout cas. Et que petit à petit, cela va engendre des particules, des atomes qui s'organisent. On se demande pourquoi ils s'organisent d'ailleurs. Il n'y a aucune raison dans ces théories pour que l'univers s'organise, même avec les cordes, etc. Il faudrait savoir d'où viennent les cordes, pourquoi il y a des cordes, etc. On tourne en rond avec des hypothèses comme ça. Parce que ce qui fait le plus peur au mental, c'est la liberté, c'est l'infini, c'est l'absolu, c'est l'unité, c'est l'amour absolu, c'est tout ça qui lui fait peur. Et donc pour échapper à ça, il va s'arranger pour que les mots n'aient plus de sens et qu'on ne sache plus de quoi on parle. Et c'est ce qui se passe dans tous les milieux spirituels, scientifiques, etc. On prend un mot pour un autre, on ne sait plus, oui, chacun sa vérité, tout est valable, pourquoi pas ça, pourquoi pas autre chose, et finalement on est dans la confusion, et c'est le but, c'est d'être dans cette confusion de façon à résister au but et à l'infini. Cela dit, lorsque le mental est rééduqué, c'est à ça que sert la métaphysique, c'est à rééduquer le mental, eh bien au lieu de jouer ce rôle pernicieux d'échapper à la connaissance de soi, eh bien il devient un complice pour progresser dans cette connaissance de soi. Et c'est toujours le même mental, mais c'est un mental qui devient un supramental plutôt que d'être un mental égotique, si vous voulez. Voilà. J'espère que tout ce que je vous ai dit ne vous a pas trop bouleversé, ne vous a pas trop ennuyé, et qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler.